Bonjour, que la paix soit sur vous. Pour cette deuxième rencontre et ce nouveau programme qui est dupe, je voulais vous parler aujourd'hui des multiples visages de l'islamophobie. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Il ne faut pas être dupe justement de ces différentes facettes. Il faut regarder les choses en face et comprendre de quoi il retourne, de quoi nous parlons exactement quand nous parlons de l'islamophobie, parce que, encore une fois, vous en avez à travers certains pays, en particulier en France, mais ça arrive aussi ailleurs, qui remettent en question le terme même d'islamophobie ou qui le prennent littéralement. Ils disent oui, mais moi j'ai le droit d'avoir peur de l'islam parce qu'islamophobie, ça veut dire avoir peur de... Mais quand on parle d'homophobie, on ne parle pas d'avoir peur de l'homosexualité, on parle effectivement de rejeter les personnes pour ce qu'elles sont. Donc l'islamophobie, c'est simplement de rejeter les musulmans par le seul fait qu'ils sont musulmans, avec un rejet de l'islam également. Donc de ce point de vue, on ne va pas commencer à se disputer sur les termes. Il existe un racisme anti-musulman, il a son expression sous plusieurs formes. Et j'aimerais vous en parler parce que beaucoup sont un tout petit peu dupes de ce qui se passe et qu'ils prennent en compte que ceux qui peuvent défendre les musulmans ou qui peuvent se battre pour leurs droits, eh bien, sont en fait des personnes qui ne le sont pas. Ils disent non, ben moi je suis pour le droit. Et puis vous voyez plusieurs facettes. Il faut de ce point de vue être particulièrement vigilant sur ces facettes-là. Alors ce que j'aimerais essayer de traduire dans cette courte vidéo, c'est les différentes facettes justement de cette islamophobie. Le premier visage de l'islamophobie, il est connu. Il est l'islamophobie xénophobe. L'islamophobie xénophobe, c'est de considérer que l'islam et les musulmans, leur religion, elle est problématique pour ses valeurs, pour ses pratiques, pour ce qu'elle exprime par rapport à la culture, par rapport aux hommes et aux femmes, par rapport aux pratiques et aux rituels. Et avec cette considération que l'islam n'est pas occidental, qu'il ne fait pas partie de l'Occident. Et donc c'est un élément exogène et c'est toujours de lier l'islam à l'immigration. Et cela, c'est une islamophobie. En ne pouvant pas considérer l'islam comme une religion occidentale, on met en évidence aujourd'hui un double refus. C'est-à-dire que celle ou celui qui serait citoyenne ou citoyen d'un pays, par le fait qu'elle ou il est musulman, ne serait pas exactement un occidental, un américain, un canadien, un européen, etc. Et donc ça, c'est connu, c'est aujourd'hui la réalité de tous les discours, et il faut le savoir parce que c'est peut-être son expression la plus répandue aujourd'hui, en particulier avec la montée de l'extrême droite dans pratiquement tous les pays européens, jusqu'en Europe de l'Est, mais également de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, avec les propos tels qu'ils sont mis en évidence ou ont été mis en évidence sous Bush, sous Trump et même en fait sous Biden pendant son dernier mandat. Ça, c'est l'expression, le visage de l'islamophobie, peut-être le plus connu, celui que l'on connaît de façon générale par rapport à la perception que l'Occident a de lui-même ou que de certains acteurs occidentaux ont d'eux-mêmes. Il y a un autre visage de l'islamophobie, c'est l'islamophobie sociale et économique. Social économique dans quel sens? C'est le fait, parce que vous êtes un citoyen, on ne peut pas faire autrement que de vous reconnaître soit la citoyenneté, soit la résidence. Et bien de ce point de vue, vous êtes considéré comme problématique et on ne va pas vous traiter de la même façon que les autres citoyens. Vous allez faire face à la discrimination scolaire, vous allez faire face à la discrimination sociale en termes de travail, à la discrimination à l'habitat, sur le fait de pouvoir avoir accès ou même à un habitat, et puis à la discrimination sociale et économique dans la promotion qui devrait être la vôtre quand vous avez les compétences, que ce soit dans tous les corps de métier jusqu'au du plus bas d'ailleurs, c'est-à-dire ou considéré socialement comme le plus bas, parce qu'il faut faire attention à ces catégories, que vous soyez dans le plus bas, au plus bas de l'échelle sociale, ou que vous soyez médecin, ou que vous soyez entrepreneur, ou que vous soyez ingénieur, etc. Donc là, on a aussi cette réalité-là
de cette... et là, vous avez des gens qui s'engagent, en particulier sur le versant gauche de l'échiquier politique ou du spectre politique. Vous avez des gens qui s'engagent, qui veulent montrer qu'ils ne sont pas islamophobes parce qu'ils se battent pour les mêmes droits, pour l'accès à l'habitat, à la scolarité, au salaire, etc. Vous avez une islamophobie politique également. Et cette islamophobie politique, c'est celle qui veut voler sa parole politique aux citoyens, qu'ils soient d'ailleurs dans des sociétés majoritairement musulmanes ou que ce soit en Occident. Dès que vous vous exprimez, le seul fait que vous ayez en tant qu'être humain une pensée politique, une revendication politique, parce que vous êtes musulman, ça serait l'islam politique, et comme c'est l'islam politique, c'est l'islamisme, et comme c'est l'islamisme aujourd'hui, c'est le radicalisme, et donc vous êtes suspecté d'un positionnement politique qui n'est forcément pas clair, parce que l'islam ou le musulman, quand il s'exprime politiquement, serait de ce point de vue non pas un citoyen qui a la libre possibilité de dire ce qu'il pense, il l'aurait que s'il fait montre dans son appartenance à l'islam d'un libéralisme moral, d'un libéralisme quant à sa pratique. Moins pratiquant, il serait plus enclin et plus invité à donner sa position politique. Et donc là, on a un véritable problème, c'est-à-dire que la privation de l'expression libre sur le plan politique quand vous êtes une ou un pratiquant, une pratiquante, une musulmane et un musulman. Et donc vous voyez bien que sur le plan politique, il y a un problème. Et puis il y a encore une autre facette de l'islamophobie. Celle-ci, c'est une islamophobie morale et religieuse. Vous voyez des femmes et des hommes qui, à gauche, on a même parlé en Occident, c'est vrai aux États-Unis comme c'est vrai en Europe, d'islamo-gauchisme, avec des femmes et des hommes qui s'engagent avec les musulmans pour leurs droits sociaux, pour leurs droits économiques, pour la reconnaissance du statut social. Et en même temps, vous voyez certaines de ces personnes qui sont engagées sur cette reconnaissance-là, eh bien, un vrai problème. Ils disent oui pour la reconnaissance, mais nous avons quand même un problème avec quoi? Avec certaines valeurs musulmanes, avec certaines pratiques, avec la morale musulmane. Et de ce point de vue, vous apercevez que la revendication de l'égalité sociale se fait en même temps qu'un positionnement pas du tout clair sur le respect de la morale et de la pratique des musulmans. Tout se passe comme si, au nom de la reconnaissance des droits sociaux, il fallait que les musulmanes et les musulmans reculent sur le plan de leurs revendications, que ce soit sur leur pratique, que ce soit sur leur morale sociale, que ce soit sur leur morale personnelle et privée. Et ça aussi, c'est une sorte d'islamophobie. Donc, il faut faire attention à ce que l'on voit aujourd'hui. Et j'ai participé à plein de ces réflexions. On dit, oui, non, mais on est avec vous pour le droit des femmes à pouvoir porter le foulard, par exemple. Mais on aimerait bien, quand même, au fond, on aimerait bien qu'elle l'enlève. On est avec vous dans le fait que vous pourriez avoir droit au travail à même salaire. Mais enfin, quand même, votre morale, votre positionnement, votre pratique, elles peuvent être gênantes, ce que l'on en sait. Et donc, vous avez là une expression de l'islamophobie qui est plus fine, qui, au nom de votre statut intégré extérieur, supposerait une désintégration de vos morales intimes et personnelles et de votre pratique à vous. Et donc, ça, on le voit aussi. Vous avez aussi l'islamophobie des ex-musulmans. Alors ceux-là, on ne sait pas pourquoi. Ils ont quitté l'islam et ils passent leur temps à vouloir critiquer la religion qu'ils ont quittée. Ben voilà, vous êtes ex-musulman, vous n'êtes plus musulmane, dites-nous ce que vous êtes, au lieu de systématiquement vous positionner par rapport à ce que vous avez quitté. Et là, c'est assez intéressant de voir qu'ils n'ont de cesse de critiquer l'islam, de critiquer un certain nombre de leaders musulmans, de critiquer des savants, comme si toute leur vie se mesurait ou se construisait non pas dans ce qu'ils sont devenus, mais dans ce qu'ils ont quitté. Mais là, ceux-là, il faut leur dire, écoutez, voilà, vous étiez musulmane, c'est votre choix, on respecte votre choix, passez votre chemin. Pourquoi cette obsession? Et là, vous avez un discours de gens qui disent « Mais moi, j'ai d'autant plus la possibilité de critiquer l'islam et les musulmans parce que j'en étais une ou j'en étais un. » Et donc, la légitimité de la critique eu égard à l'ancienne appartenance produit aussi un discours islamophobe
construit et on les invite et on fait en sorte qu'ils puissent s'exprimer, ou alors ceux qui sont de pays majoritairement musulmans, qui ont nom à consonance très de là-bas, entre guillemets, ça fait référence à l'islamophobie, premier visage, celui de la xénophobie. Donc là, vous avez l'islamophobie des ex-musulmans. Et puis, il y en a encore un dernier dont je voulais parler, c'est l'islamophobie des musulmans eux-mêmes. Et en particulier, deux types d'islamophobie que l'on voit, ceux des États. Donc les États produisent un discours par rapport à l'islam qui devrait, pour la reconnaissance de leur autorité, de leur dictature, de leur empêchement finalement pour leur population de penser, entretiennent finalement l'idée que cette pratique, que la pratique assidue, que l'engagement, que la réflexion des femmes et des hommes qui seraient critiques sur le plan social, sur le plan politique, eh bien c'est un islam qu'on ne veut pas. L'islam qu'on voudrait, c'est le même que celui qui serait au sommet, c'est-à-dire dévoyé, corrompu, comme vous pouvez le voir dans les États du Golfe ou dans ceux qui représentent les gardiens des deux lieux saints. Mais plus généralement, vous avez effectivement ce type de rapport avec des États. Mais pas seulement, vous avez aussi un certain nombre de femmes et d'hommes qui, non contents d'être lâches par rapport à leur positionnement sur le plan et moral, et social, et politique, et sur leur engagement, finalement vont justifier leur lâcheté par l'entretien d'un discours vis-à-vis des musulmanes et des musulmans, de ceux qui pratiquent, de ceux qui se construisent à partir de cette référence-là, eh bien, qui est un discours de critique permanente, de suspicion, véritablement, au nom de leur arrivisme, ou à partir de leur lâcheté, de cibler les musulmans et les musulmanes, juste pour pouvoir dire « mais moi je ne suis pas comme eux ». Au fond, pour justifier leur modération, critiquer ceux qui sont perçus comme des pratiquants, qui auraient une morale. Et donc, au nom de leur libéralisme, entretenir un discours sur l'islam de ceux qui ne sont même pas, qui sont juste des pratiquants, qui n'est pas clair du tout, et qui entretient ce qu'on peut trouver dans certains milieux de gauche aujourd'hui, dans cette islamophobie morale et religieuse que l'on a. Aussi aujourd'hui et que l'on constate. Et tout ça nous amène sur ces multiples visages et dire mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ceci ? Comment est-ce que se positionne par rapport à cela ? Et ça c'est important de comprendre qu'il y a effectivement à en dire quelque chose, à se positionner. D'abord, ce que j'aimerais dire à toute femme et tout homme qui est une musulmane et un musulman, qu'il faut revendiquer tous les aspects de son être, ce que l'on est en tant que femme et homme, ce que l'on croit en tant que femme et homme, et que personne sur la surface de la Terre, parce que ça vient d'un principe qui est universellement admis, c'est autant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de conscience, que nous, ce que l'on a dans notre texte, lakum dinukum waliya din, à vous votre religion, à moi la mienne, mais la mienne complètement, la mienne totalement, la mienne absolument dans tout ce que je choisirais moi, pour me construire en termes de foi, comme en termes de pratique, comme en termes d'engagement. Et donc, de ce point de vue, ça, c'est la première attitude. Et que de dire à tous ceux qui sont de l'islamophobie, xénophobe, ben, écoutez, on est à la maison, on est occidentaux maintenant, de confession musulmane, comme vous, et donc l'islam n'est pas une religion étrangère, l'islam est une religion américaine, canadienne, française, britannique, belge, suisse, australienne, et comme elle l'est dans les Balkans, en Bosnie, ou partout où il y a des citoyens, c'est fini. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, à vouloir retourner autour du pot. Donc ça, c'est notre réponse à l'islam xénophobe. Et puis, par rapport à l'islam, à l'islamophobie sociale et économique, de dire, mais écoutez, nous avons donc les mêmes droits et nous sommes, de ce point de vue-là, engagés dans la même dynamique de justice sociale. Et de ce point de vue, avec notre participation sociale et économique, il y a, par rapport à l'islamophobie politique, eh bien, le fait de la liberté d'expression. Nous avons et nous devons pouvoir dire ce que nous voulons politiquement sans que nous soyons soupçonnés, comme vous l'avez fait en d'autres temps avec les Juifs en Occident, d'avoir une double loyauté. Non, nous n'avons de loyauté que pour la justice et que pour ce qui est juste et droit, ici ou là-bas. Et donc dire
librement sa pensée politique ici ne doit et ne peut pas, on ne peut pas accepter de ce point de vue-là d'être soupçonné de quoi que ce soit. Et quant à ceux qui sont nos soutiens souvent dans l'engagement social, politique et économique, de leur dire mais ok, mais il faut que vous assumiez qui nous sommes. Dans notre foi, dans nos principes moraux, dans notre pratique, vous n'aimez pas la religion, c'est votre problème. Vous aimez la justice, c'est notre combat commun. Mais au nom du combat pour la justice, que je finisse, moi, par devoir vous prouver que je vais trahir mes valeurs, qu'elles ne sont pas importantes, répondre à votre rejet de la religion pour notre combat commun pour la justice, ça ne peut pas être. Et celles et ceux qui sont des musulmanes et des musulmans qui sont dans ces milieux-là de gauche, eh bien, devraient faire très très attention au nom de leur engagement, au nom parfois de leur arrivisme, au nom parfois de leur ambition politique, qu'ils ne finissent pas par faire le jeu de cette position de l'islamophobie religieuse et morale pour qu'eux réussissent socialement et qu'ils stigmatisent les musulmanes et les musulmans qui ont juste le droit de vivre avec leur foi, de respecter leur morale et de pratiquer leur rite. Point à la ligne, ça ne se discute pas et on n'a pas, au nom du fait de notre engagement commun à la justice, de devenir injuste à notre conscience. Juste socialement et injuste en conscience, ça ne fait pas un homme. Ça fait un déséquilibré, une déséquilibrée, ça fait un double langage, ça fait une double personnalité, c'est une schizophrénie du quotidien. Et donc, là aussi, de pouvoir mettre en évidence par rapport à cet engagement que à ceux qui sont des ex-musulmans et qui entretiennent cette islamophobie, on dit mais passez votre chemin, faites votre choix et laissez-nous tranquilles comme on vous laisse tranquille. Votre obsession n'est que votre obsession, elle n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas de ce point de vue de position à avoir vis-à-vis de vous, ce sera vous et votre conscience, vous et votre choix, vous et votre liberté. Et puis, par rapport à tous ces États qui entretiennent une islamophobie d'État et qui entretiennent à l'intérieur des États un rapport à la pratique, un rapport à la conscience politique de leurs citoyens et qui soupçonnent d'extrémisme ou entretiennent l'idée que tous les citoyens qui sont des citoyens revendiquant leur liberté, critiquant les dictatures, sont en fait des islamistes ou ce sont des radicaux, eh bien, eux, de là où nous sommes, il faut que nous puissions dire, eh bien non, nous ne nous tairons pas. Les dictatures sont des dictatures et ce n'est pas en critiquant vos opposants et en les traitant d'islamistes ou de radicaux ou de musulmans trop pratiquants ou de traditionalistes ou d'arriérés que ça changera quelque chose à la réalité dictatoriale de votre État, de l'impossibilité d'exprimer librement sa pensée. Voilà un engagement, les multiples facettes de l'islamophobie, il faut s'en rendre compte. Elle a plusieurs facettes de la dimension xénophobe à la dimension interne aux sociétés majoritairement musulmanes. Toutes ces facettes supposent que nous soyons vigilants pour ne pas être dupes. Il se peut que quelqu'un qui se batte avec nous pour nos droits sociaux ne soit pas véritablement respectueux de nos valeurs morales. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Nous continuerons cette série sur qui est dupe.